Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cube et plus généralement du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et aujourd'hui je suis accompagné de Baptiste, amateur de bateaux pirates et homme aux multiples résolutions. Bonjour Baptiste, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Eh bien écoute, retour de vacances, une belle année qui s'annonce neigeuse, en tout cas de notre côté, avec une dépression sur la côte. Mais oui, ça va être très bien. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Oui. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu chill, à l'image de ton cube d'ailleurs. Un épisode qui va servir à la fois un peu de rétrospective de notre année 2025 qui a eu son lot de chouettes avancées, de chouettes évolutions à la fois dans notre communauté locale, dans nos propres cubes, etc. Donc il y a plein de chouettes choses à en tirer. Et du coup, si on se projette un petit peu dans cette nouvelle année qui commence, est-ce que c'est pas l'occasion de discuter ensemble de nos projets, de nos envies, de ce que peut augurer cette année 2026 pour nous et pour le cube en général. Ça va être un épisode un peu plus de discute et de parlotte où on va échanger et on espère que ça va vous plaire. Oui, on va faire je sais pas si on fait trop un point de ce qui s'est passé en 2025. En 2025, il s'est passé l'arrivée du Maître Cube. C'est vrai que indéniablement, la chose la plus importante de mon année, en tout cas en matière de cube, c'est clairement ça. Vous êtes les premiers au courant, j'ai envie de dire, si vous nous écoutez. Un podcast que je prépare depuis maintenant, ça va faire bientôt 2 ans, je pense, que je travaille sur ce projet-là pour pouvoir ensuite le concrétiser. Et nous voilà, j'ai envie de dire, on est en 2026, on est en train d'enregistrer, on est sur toutes les plateformes. Et si jamais ça vous plaît, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire pour Noël. Voilà. Donc j'imagine que vu qu'on est en train d'enregistrer ce premier épisode de l'année, tu es satisfait de ton expérience de podcasteur ? Oui, clairement, j'adore ça. Je suis très heureux aussi d'avoir eu énormément de feedback positif, plus que ce à quoi je m'attendais. On essuie toujours des pots cassés quand on fait ce genre de choses. Et clairement, le lancement s'est passé de manière beaucoup plus sereine que ce que j'aurais pu croire. Je suis content pour l'instant des types de sujets qu'on a abordés. J'ai appris des choses aussi. Faire des erreurs, c'est pas le bon terme, mais je veux dire, il y a des choses qui sont moins bien passées, des choses qui sont mieux passées. Et du coup, j'ai vraiment l'impression, à la fois moi, de m'améliorer en tant que podcasteur, comme tu dis, mais aussi juste simplement dans ma compréhension de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai moins envie de faire sur cette chaîne. Maintenant, l'année 2026 commence à peine et l'objectif, ça va être de commencer cette année magnifiquement avec des épisodes que j'espère plus intéressants les uns que les autres. En tout cas, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Et, pour l'instant, quels que soient les invités que j'ai eus, j'ai passé un moment extrêmement agréable et j'ai envie de continuer, donc c'est le plus important. Super. Donc premier objectif de l'année, continuer le Maître Cube. Et c'est un objectif qu'on pourra évaluer à la fin de l'année. S'il y a un épisode l'année prochaine de rétrospective, vous saurez si, oui ou non, ça a fonctionné. Mais je l'espère de tout mon cœur et j'ai envie de dire, ça tient principalement à moi. Mais n'oubliez pas que ça peut aussi dépendre de vous, donc n'hésitez pas, si jamais le contenu vous plaît, partagez-le, continuez de l'écouter, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Mais au-delà du Maître Cube, il y a plein d'autres choses, effectivement à en dire. En vrai, je pense qu'une transition un peu intéressante, c'est qu'il y a un type de contenu que je ne suis plus sûr de vouloir faire, en tout cas, c'est les analyses de sets. J'en ai fait plusieurs l'année dernière, j'en ai même fait une avec toi la dernière sur Avatar. Et je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose que je prenne particulièrement plaisir à faire. J'ai l'impression qu'entre le rythme de sortie qui est trop dense, en fait, la fréquence est trop élevée, et le fait qu'il y a un grand nombre d'extensions qui me donnent pas envie. On en a déjà discuté, le sujet des Universes Beyond, c'est un sujet qui est chaud, il fait fortement débat. On a eu l'occasion d'en parler en long et en large, que ce soit avec Timothée sur l'épisode sur les univers attendus ou bien avec toi sur le set Avatar. Mais globalement, indépendamment de si c'est bien ou si c'est mal, juste moi, c'est pas quelque chose qui me porte. J'avoue que j'étais très hype à l'époque quand Seigneur des Anneaux a été annoncé. Et que j'avais été hype aussi quand Final Fantasy a été annoncé. Mais malgré cette hype à l'origine, là cette année il y a l'édition Le Hobbit qui va sortir. Et en fait je ne l'attends pas avec impatience. Je suivrai le contenu, mais c'est vraiment pas dit que j'en parle particulièrement dans un épisode parce que
concrètement, si je devais résumer, il y a trop de cartes et le design de beaucoup trop de cartes ne me plaît pas. Je suis pas aligné, je pense, avec les objectifs de Wizards of the Coast. Donc, c'est probablement quelque chose que je vais beaucoup moins faire, voire arrêter de faire. Peut-être que je le referai de manière plus exceptionnelle, mais c'est pas un type de contenu qu'il faut vous attendre à avoir sur cette chaîne très fréquemment, quoi. Oui, mais avec un épisode toutes les 2 semaines et un nouveau set tous les mois, c'est compliqué de... Ça voudrait dire résumer les épisodes du Maître Cube à une nouvelle analyse de set tous les 3 épisodes. C'est pas forcément très intéressant. Heureusement, parmi les choses qui s'augurent sur cette année, il y a quand même des choses positives. Je pense que tous les sets ne se valent pas en termes de ce qui, me donne envie. Et du coup, vu que c'est l'occasion de parler un petit peu de nos projections, de nos envies, de nos projets sur cette année-là, moi je voulais faire déjà un premier point sur Magic 2026. Il y a pas mal d'extensions qui ont été annoncées, hein, donc il va y avoir Tortue Ninja, bien avant évidemment il y aura Lorwyn qui va sortir au final dans pas très longtemps. Et ensuite on aura le Hobbit, on aura une extension Marvel, on aura une autre extension pour conclure un petit peu l'arc qui a été commencé justement interne à l'univers de Magic. On aura une extension Star Trek à la fin de l'année. Bref, il y a beaucoup de contenu. Et déjà, la première question que je voulais te poser, c'est toi, est-ce qu'il y a des sets qui te motivent plus que d'autres? Est-ce que tu as des attentes particulières? Et en particulier dans le contexte de Cube? Oui, alors moi, j'ai pour habitude de ne pas me concentrer sur les produits qui ne m'intéressent pas, sur les Universes Beyond qui ne m'intéressent pas, dans le sens où j'ai jamais joué à un jeu Final Fantasy, du coup, j'ai pas ouvert une seule carte Final Fantasy. C'est juste personnellement, je me dis que c'est un bon moyen d'économiser de l'argent, d'ignorer les Universes Beyond qui ne m'intéressent pas. Donc vu que cette année il y a 3 Universes Beyond, déjà moi il n'y a que le Hobbit qui m'intéresse puisque c'est la seule IP que je connais. J'ai jamais regardé les Tortues Ninja et j'ai jamais regardé Star Trek. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a que le Hobbit que j'attends entre guillemets. Je suis pas un vieux joueur de Magic, je joue depuis longtemps mais j'ai jamais trop suivi l'histoire, donc je comprends l'intérêt des anciens pour leur win, mais c'est pas un set qui m'attire plus que ça. J'ai l'impression que du point de vue du cube, on attend encore de voir ce qu'ils vont annoncer, mais c'est sûrement Reality Fracture, l'extension de fin d'année, qui va peut-être plus m'intéresser. Pour l'instant, il semblerait que ça pourrait ressembler à une extension qui joue un peu avec les fondamentaux de Magic, comme avait pu l'être il y a très longtemps. Je me souviens plus des 3 sets qui... La guerre de Planeswalker? Non. De quel set? Ah, tu parles de Spiral Temporel? Ouais. Ah. Il semble. En tout cas, on a déjà vu un spoil de Planeswalker qui change de couleur, etc. Donc, voilà. Peut-être que du point de vue du cube, on va avoir des outils pour permettre à des couleurs de faire ce qu'elles ne pouvaient pas déjà faire, etc. Peut-être, on verra. Ça se trouve, c'est juste pour nous lancer dans de nouvelles... dans de fausses idées, mais j'attends un peu de voir ce qu'ils annoncent là-bas. Et sinon, je pense que cette année, je ne vais pas beaucoup acheter de produits Magic. Voilà. En même temps, vous le savez si vous nous écoutez, mais il n'y a pas besoin d'acheter des produits pour pouvoir cuber et créer un cube ou y jouer. Donc, ta posture, elle est complètement légitime et je ne serais pas surpris qu'il y ait plein d'autres personnes qui t'emboîtent le pas et qui... au final, vont suivre les sorties, savoir s'il y a des choses qui les intéressent, mais qui consomment moins, à minima dans notre secteur. Il y aura toujours des gens qui auront envie d'ouvrir de la carte parce que la carte qui brille, c'est chouette, et moi je suis le premier à bien aimer du carton qui brille. Mais après, ouvrir des boosters, parfois ça veut aussi dire drafter beaucoup. Et est-ce que les environnements de limité ils seront intéressants? Ça, pour l'instant, on le sait pas. Les seules informations qu'on a pour le moment, elles concernent surtout leur win qui, comme on l'a dit, va sortir dans pas si longtemps. Il y a des cartes assez chouettes qui ont été révélées, je pense que je vais être curieux. Il y a quand même beaucoup de designs qui sont clairement centrés autour du commandeur, que ce soit des créatures légendaires qui font je fais A et je te récompense pour faire A, ou des commandes zones en veux-tu en voilà, des cartes qui vont concerner chaque adversaire, etc. etc. Bon, c'est le nouveau design du Magic, il faut l'accepter. Mais il y a des designs justement un peu originaux. J'aime bien le nouveau cycle d'évocation dont l'effet dépend de la couleur du mana que tu as dépensé. Il y a des choses à suivre. En tout cas, c'est pas une année qui m'enthousiasme en termes de sortie, à minima par rapport à mes objectifs, aux cubes dont je dispose, que ce soit
En fait, si je regarde, j'ai pas l'impression pour l'instant qu'il y ait une extension qui a l'air d'appeler extrêmement fort les artefacts pour mon cube Arto. J'ai pas l'impression qu'il y ait une extension, on va dire, vraiment. Tu parlais de fondamentaux, mais justement, Spirale Temporelle jouait avec les mécaniques, mais n'était pas une extension sur les fondamentaux, c'est-à-dire que c'était justement une extension référencée, c'était une extension complexe avec beaucoup de mécaniques différentes. Si Reality Fracture est plus dans cette veine-là, bah ça veut probablement dire pas beaucoup de cartes dans l'année pour mon Simple Cube, qui est donc mon cube avec un seuil de complexité très bas, pas de token, pas de jetons, etc. Maintenant, mes deux cubes principaux, si jamais il n'y a pas de contenu pour eux, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'extension annoncée qui va être sur le thème de l'Antiquité pour mon cube archéologique. C'est donc une année où je vais suivre les extensions de loin, mais il n'y a pas d'enthousiasme de mon côté par rapport à ça. C'est pas sur ça que je vais me focaliser, je pense, cette année. Oui. De mon côté, l'extension Seigneur des Anneaux, c'est une des premières extensions où j'ai acheté des boosters juste pour acheter des boosters. Et on a déjà prévu avec Charles, qui joue avec nous régulièrement et qui a un cube Seigneur des Anneaux, de faire une mise à jour, évidemment, avec la sortie du Hobbit. Donc je regarderai, je serai plus intéressé du point de vue du cube sur l'extension Le Hobbit pour essayer de réfléchir à une mise à jour d'un cube Seigneur des Anneaux plus global qui inclut la nouvelle extension Hobbit. Surtout que, pour moi, un des défauts majeurs de ce cube, qui est un cube qui est très chouette parce qu'il y a quand même assez de cartes pour avoir du choix. Le défaut de pas mal de cubes qui sont centrés sur une seule extension, on a un camarade de jeu dans notre groupe de joueurs qui est en train de monter un cube Mornebrune, enfin un cube basé sur l'horreur et très fortement centré sur Mornebrune. C'est toujours compliqué de réaliser un cube qui est centré sur une seule extension, ou en tout cas il n'y a pas beaucoup de matière. Et donc quand il y a un retour sur un plan ou ce genre de choses, bah c'est génial, à part si les extensions sont vraiment beaucoup trop éloignées. Je pense notamment à Ravnica où ça peut créer des deltas en termes de power level qui sont très élevés. Si on regarde les cartes qui sont sorties en Karlov Manor, qui se passent sur le plan de Ravnica, et les cartes qui sont sorties dans la première Ravnica, enfin, il y a des communes de Karlov Manor qui sont meilleures que des rares de l'époque. Forcément, il faut arriver à composer et il faut éviter de mettre des cartes vraiment injouables et des cartes qui vont vraiment tout écraser et essayer d'homogénéiser un tout petit peu le power level. Mais quand les extensions ne sont pas trop éloignées, ce qui est génial, c'est justement de pouvoir avoir plus de choix, plus de souplesse dans le fait d'inclure ou d'exclure une carte. Typiquement, quand on regarde le cube Seigneur des Anneaux actuellement qui est monté, il va chercher ses cartes dans le set principal, mais aussi dans les cartes commandeurs. Il y a pas mal de cartes commandeurs qui sont des cartes évidemment beaucoup plus fortes que des cartes qui auraient été imprimées en standard ou pour le moderne en l'occurrence, et c'est normal. Moi, je me réjouis de la sortie du Hobbit pour ce cube, effectivement, parce que ça va permettre de niveler les cartes par le haut et par le bas, en essayant justement de se dire, bah, on a plus de latitude pour remplacer certaines cartes, donc les effets les plus forts, on va pouvoir les enlever parce qu'on va avoir des bons remplacements pour ces cartes-là, et à l'inverse, les cartes les plus faibles, on va pouvoir les remplacer par des cartes plus intéressantes, puisque on a plus de choix et qu'on ne se retrouve pas à devoir jouer le énième humain pas terrible parce qu'il faut une densité de cartes suffisante pour activer les synergies. Oui, et ben on attendra les spoilers et on verra à ce moment-là. De toute manière, on ne sait rien pour l'instant du Hobbit, en espérant que les croisements se fassent assez facilement, et pas juste dans l'univers, mais aussi dans les mécaniques. Ce serait surprenant de ne pas avoir le retour de la mécanique, par exemple, amasser des orques. À mon avis, c'est quelque chose qu'ils vont faire. On en a discuté avec un ami et une théorie qu'il a et qui serait géniale, et vraiment mécaniquement ça peut fonctionner. La manière dont c'est wordé fait que ça marche. Ce serait d'avoir la capacité à amasser des gobelins. Et c'est très probable que ça puisse se faire dans la manière dont le wording de la capacité est fait. Et si jamais ça arrive, franchement, je pense que c'est un truc qui pourra vraiment m'exciter, de me dire ah, c'est trop bien, tu peux créer un jeton armé orc, ensuite tu amasses des gobelins et ça lui donne le type gobelin parce que c'est comme ça que c'est wordé. Et du coup, maintenant, tu as une armée d'orcs et de gobelins parce que tu as réussi à amasser les deux. Bref, ça, je pense que ça peut être un truc assez cool. Bon, c'est assez niche, on va pas s'étendre des heures dessus. Mais il y a déjà des petites choses, des petites promesses. Bon, on verra. Maintenant, moi, depuis Final Fantasy ou Intervention de Sephiroth, c'est un removal commun à 4 mana qui dit détruire la créature gagne 2 points de vie et qui a pas fraction de seconde. Bon, voilà, j'attends plus rien de mes moments préférés, quoi. Mais j'attends quand même la carte Smog.
On a parlé des extensions à venir, on a évoqué rapidement nos propres cubes. Toi Baptiste, est-ce que tu as des projets pour tes cubes en cours ? Oui, alors déjà j'ai fait 2 grosses mises à jour fin 2025 sur mon cube principal, le Chillball Cube. Et ce que j'avais envie d'essayer de faire, c'était de pas trop retoucher au cube pour un petit moment. Parce que je m'étais déjà dit ça l'année dernière, il y a 6 mois, en me disant je fais une petite mise à jour et après j'aimerais bien voir comment il fonctionne, etc., etc. Mais en fait, si je le rechange, on le cube pas tant que ça. Donc en fait, si je le change tous les 3 mois et qu'il a juste été cubé une fois ou deux entre les deux, j'ai pas vraiment le temps d'aviser sur est-ce que les changements sont efficaces ou pas. On cube plus régulièrement en ce moment, donc j'ai l'espoir qu'il soit plus joué. Et j'aimerais, à moins énorme problème en mode cette carte-là, elle pose vraiment souci avec l'environnement du cube, j'aimerais pouvoir ne pas trop y toucher pendant, disons environ 6 mois et pouvoir ensuite faire un point en me disant, en faisant des mises à jour qui soient réfléchies et pas juste essayer de corriger des petits problèmes qui ne sont pas forcément des petits problèmes après chaque playtest. Oui, je pense que c'est important qu'on fasse un tout petit aparté sur le point dont tu viens de parler. En fait, c'est vrai que une des choses les plus importantes dans notre rétrospective de l'année dernière, c'est que la communauté de cubes, donc chez nous, sur Poitiers, c'est vraiment extrêmement développée, en grande partie grâce à Damoclès et à sa boutique partenaire Arken Store. Et le fait d'avoir réussi à instaurer un rendez-vous hebdomadaire, ça a vraiment fini par prendre. Aujourd'hui, on arrive à lancer un pod toutes les semaines. Les exceptions sont assez rares. C'est tellement... Enfin, je pense que pour les personnes qui aiment cuber et qui ont du mal, je pense que forcément, vous aimeriez cuber plus souvent et c'est normal. Et donc, oui, vous vous doutez que c'est super chouette, mais vraiment, c'est difficile de se rendre compte à quel point c'est important pour avoir une communauté dynamique et motivée, d'avoir du cube régulièrement et réussir à faire ça, c'est vraiment un point de départ génial. Je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent et qui justement ont des amis avec qui ils cubent de temps en temps, vraiment essayer de trouver un moyen de le rendre ouvert à plus de gens, parce que sur le long terme, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir des nouveaux joueurs, mais aussi d'avoir des nouveaux joueurs réguliers, des joueurs avec qui vous n'auriez pas joué forcément. Et c'est vraiment un format un peu comme les autres sur un point, c'est que c'est un format qui a besoin de vivre. Et tu vois, là tu parlais de ton cube et du fait que un cube il a besoin d'être joué, il faut qu'il soit joué régulièrement. Bah effectivement, bon, là on se retrouve à avoir vraiment beaucoup de cubes, c'est un problème dont on avait déjà parlé, les problèmes de riches quoi. On a vraiment beaucoup de cubes sur Poitiers, donc parfois c'est un peu compliqué d'avoir suffisamment de playtests sur chacun d'entre eux, mais le fait d'avoir la possibilité de drafter très souvent et de pouvoir faire évoluer avec des feedbacks les cubes de chacun, ça c'est vraiment extrêmement précieux. Oui, et vu qu'on joue toutes les semaines et qu'on jouait pas toutes les semaines toute l'année dernière, je pense que je cuberai plus cette année que j'ai cubé l'année dernière. Donc voilà, c'est pas un gros objectif de me dire 2026, objectif cuber plus. C'est un objectif, ça va être facile. Mais voilà, cuber plus mon cube, évidemment cuber plus les cubes, les autres cubes des gens qui viennent cuber les jeudis soirs, les mardis soirs à Poitiers. Mais voilà, pour mes objectifs en tant que créateur de cubes, c'est ça, c'est d'essayer de voir comment est joué mon cube. J'aimerais essayer de trouver un système qui me permettrait de noter un peu comment les cubes se sont passés, peut-être de noter les scores de tout le monde en fonction de quels archétypes ils ont pris. Si on est d'accord que même si je le teste 10 fois d'ici juin, ça sera toujours pas une quantité suffisante de tests pour dire ça c'est forcément un gros problème ou pas, puisque il faudrait faire des centaines et des centaines de parties pour avoir des chiffres statistiquement significatifs, voilà. Mais déjà, si on voit dans les 6 prochains mois qu'à chaque fois que quelqu'un joue tel archétype, il fait 3-0, et qu'à chaque fois que quelqu'un joue tel archétype, il fait 0-3, ça peut donner un peu la puce à l'oreille, ce qui n'est pas forcément faisable quand on change les cartes entre chaque playtest. Oui, en fait, si jamais vous laissez pas du temps à votre cube pour être joué, une carte, même si elle est présente dans chaque itération, vous la jouez 4 fois, mais toutes les cartes autour, elles changent, en fait, vous n'avez pas accumulé beaucoup de data. Peut-être qu'il y a une itération où elle était fortement favorisée et une itération où, au contraire, elle manquait de petits copains pour pouvoir être à son paroxysme, vraiment être au son maximum. Donc, quand vous essayez de comprendre des choses sur votre cube, vraiment, mais je vous en supplie, juste ne touchez à rien.
N'essayez pas de corriger les petits défauts après chaque partie. Ça, c'est souvent ce qu'on appelle être result oriented, orienté en fonction des résultats. Et ça ne donne pas de bons résultats, ça ne donne pas un travail bien équilibré et bien fini de n'agir que de façon orientée selon les résultats. Il faut que vous acceptiez d'être à l'écoute en fait de ce qui se passe et de pas vous dire sur cette itération il s'est passé ça, donc il y a problème, donc je dois résoudre un truc. Il y a aussi des hauts et des bas, il y a de la variance dans Magic, donc c'est important d'accumuler de la data en quantité pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Oui, et voilà, on parle du coup pour cette data. Moi, je vais réfléchir à comment je note, comment est-ce que je demande à chacun de prendre des photos de leur deck à chaque fois, est-ce que j'arrive à juste noter un peu les scores de tout le monde et l'archétype. Il faut que je réfléchisse à qu'est-ce qui est important pour moi de noter et qu'est-ce qui n'est pas important et qui de toute façon ne me fera pas faire de changement. Voilà, et je me suis lancé dans une petite idée également de proposer des challenges aux cubeurs qui cubent mon cube, parce qu'il a quand même, ça fait 3 ans qu'il existe, donc même s'il y a des petits changements par-ci par-là, il y en a beaucoup qui le connaissent. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, j'ai vu ça sur d'autres cubes en ligne, hein. L'idée ne vient pas de moi, mais d'avoir une petite fiche de challenge à réaliser en jouant le cube, et si on arrive à faire telle chose, eh ben on gagne rien, juste on gagne le fait qu'on l'a validé, et ça sera noté sur la page CubeCora que telle personne l'a validé à telle date, voilà. Je pense que c'est vraiment le genre de chose qui peut renouveler un peu l'expérience pour des personnes qui auraient la sensation d'avoir fait le tour d'un cube. Après, pour mes goûts personnels, j'ai tendance à penser que moi, il m'en faut vraiment beaucoup pour me lasser d'un cube, à moins que je n'aime pas l'expérience, évidemment. Là, on parle, il y a un cube que j'aime bien, je le joue. Il faudrait vraiment que je le joue énormément pour en avoir marre, parce que, en fait, comme chaque draft est différent, et même si je draft 2 fois le même archétype, en fait, mes adversaires vont pas être les mêmes, mes choix pendant le draft sont pas les mêmes. Moi, typiquement, le Chillbell Cube, je prends toujours autant de plaisir à le drafter qu'au début. Allez, peut-être pas qu'au début, parce qu'au tout début, il était un peu moins bien qu'il l'est maintenant. Mais en fait, si je parle de la deuxième ou la troisième fois où je l'ai joué, depuis, en fait, je m'amuse autant, j'ai l'impression. J'ai pas eu l'impression que je m'amusais moins les fois d'après. Et moi, je sais que demain, on y joue. Bah, en fait, je passe toujours un bon moment. Par contre, il y a des personnes qui ont un besoin de davantage de nouveautés, qui ont le sentiment, à tort ou à raison, d'avoir fait le tour plus vite. Et pour ces gens-là, ce genre de choses, ça peut être super positif, sans avoir besoin de changer la moitié des cartes du cube, quoi. Oui, après, il faut encore que je réfléchisse à la quantité d'objectifs. J'ai pas envie que ça complexifie les choix dans le draft en se disant « Ah oui, mais il a dit qu'il y avait tel objectif où il fallait faire ça, donc je vais essayer de le faire. » Et qu'en fait, quelqu'un se retrouve à faire 0-3 parce qu'il a piqué des cartes dans le draft qui sont pas bonnes juste pour essayer de faire quelque chose qui était censé être rigolo. Juste, voilà. Faut que je réfléchisse à la quantité de choses, à la quantité d'informations que ça va donner aux joueurs, en plus de drafter normalement. Mais j'y réfléchis très vite et j'espère pouvoir le proposer au premier draft de mon cube cette année. Concernant mon deuxième cube, mon cube multijoueur Doctor Who, 0 mise à jour prévue, puisque 0 extension Doctor Who prévue. Voilà. Ça simplifie la vie, j'ai envie de dire. Voilà, ça simplifie la vie. Le cube existe. J'aimerais bien continuer à le drafter. Je l'ai drafté 4-5 fois quand je l'ai fait et une autre fois 3-4 mois plus tard. C'est un cube multijoueur, donc il faut que ça intéresse des gens de faire des cubes Commander multi, mais voilà, je me dis si je serais content de le drafter 3-4 fois par an et qu'il ne reste pas à prendre la poussière, puisque je serais toujours content de le jouer. Mais je comprends que la cube Commander multi, ça ne soit pas le plus attrayant. Même moi, si j'ai le choix entre l'un ou l'autre, je vais probablement plus choisir de faire mon Chillbell Cube que mon cube Doctor Who. Mais voilà, juste, mon objectif, c'est qu'il ne périsse pas cette année et espérer pouvoir le rejouer. Sinon, je referai un point l'année prochaine. Et si on ne l'a pas joué de l'année, il faudra peut-être que je me pose des questions. Avant de parler de mes propres cubes, tu me fais penser justement, en parlant de ces petits défis, ces de petits challenges, ça me fait penser à un truc qu'on avait essayé, parce qu'en fait, on en parlait souvent. On s'en amusait, on se disait, là franchement, si jamais on avait ça, blablabla, on aurait pu le faire. C'est le bingo. Donc, ça va tous arriver, je pense, de jouer avec vos amis. Et pour la énième fois, vous n'arriveriez pas à les compter, il y a une personne qui va s'exclamer la même chose que à chaque soirée, soit parce qu'il va se plaindre parce qu'on le focus dans une partie multijoueur, ou de dire ah là là mais c'est terrible, est-ce que je peux prendre 2 cartes dans le booster pendant le draft, etc. Et donc ça t'avait donné l'idée
de te dire mais en fait il faudrait qu'on fasse un bingo parce que vraiment moi je suis sûr je gagnerai à chaque fois parce que je pourrais prédire ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, et donc ça nous faisait tous un petit peu rire. On a essayé de mettre ça en place littéralement, et donc on a essayé un système où on avait chacun, alors pas tous, tout le monde l'avait pas fait, bon, on n'a pas cherché à en faire un truc vraiment très rigide et très obligatoire, pas du tout. On avait chacun notre propre petite grille sur notre téléphone, sur un petit papier à côté ou quoi que ce soit. Et l'idée c'était, on se préparait des petites catchphrases, des choses, par exemple, est-ce que je peux prendre tout le booster? Si quelqu'un dit ça, paf, on coche la case. Et si jamais on arrive à faire une ligne, une colonne, une diagonale, et ben tada, on dit bingo et j'ai gagné. C'était vraiment pensé comme un petit truc en parallèle en fait du draft et des parties quoi. Oui, c'était un peu un mini-jeu. Juste, c'est sorti comme une blague à une soirée cube en se disant non, mais t'as encore dit ça, franchement, faudrait faire un bingo cube. Et on l'a fait pendant 3 semaines. Et ça s'est vite arrêté. Ça s'est très très vite arrêté. Oui, en fait, le problème auquel on a été confronté, j'étais le premier, je crois, à dire que moi je voulais plus le faire. Je l'ai verbalisé que moi j'allais arrêter. Et en fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où je l'ai dit, en fait, plus personne l'a fait. Je me suis rendu compte que à partir du moment où on a commencé à le faire, à partir du draft d'après, et même en vrai, même dès le premier draft, mais le tout premier, tu l'avais pas dit. Et donc les gens s'en étaient pas rendus compte. Mais à partir du deuxième, en fait, les gens contrôlaient ce qu'ils disaient et contrôlaient ce qu'ils faisaient. Et ils étaient dans une forme de retenue par rapport à une soirée normale où ils se seraient juste exclamés pour la énième fois, est-ce que je peux prendre tout le booster? Ah là là, je vais faire le pic d'adulte. Et au lieu qu'on passe un meilleur moment, moi j'ai passé un moins bon moment. Déjà, premièrement, j'arrivais moins à me concentrer sur ce que je faisais pendant le draft, parce que j'essayais d'écouter ce que disaient les autres. Et en plus, voir des personnes qui avaient envie de dire un truc et qui le disaient pas en disant non, mais ça va déclencher le bingo de quelqu'un, c'était tellement triste. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez un jour eu envie de faire. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites déjà. Et si vous le faites déjà et que vous vous amusez, eh bien, c'est génial et je suis trop content pour vous. Pour ceux qui hésitent, qui ont réfléchi à le faire mais qui l'ont jamais fait, moi, je vais vous mettre en garde. Je suis pas certain que ça améliore au global l'expérience de votre soirée. Et c'est peut-être plus drôle que ça reste une sorte de blague, de private joke, où, pour la énième fois, il y a quelqu'un qui va dire qu'il a pas de chance et qui gagne à la fin de la partie quand même, qu'il y a des personnes qui vont passer du power et puis voilà, ça arrive, etc., etc. Peut-être que c'est mieux que ça reste une blague, plutôt que d'en faire un truc qui va générer des comportements toxiques. Toxique, ça vous paraît un peu fort, mais je vous assure, vraiment, l'ambiance à la table, elle n'était pas la même. Oui. Et maintenant, c'est juste devenu une nouvelle blague de dire ah machin, t'as dit ça, ah j'aurais dû faire un bingo. Juste, ça permet aux gens de leur redire tiens, comme d'habitude, tu as fait cette remarque-là, mais t'empêches pas de le faire parce qu'en fait, ça dérange personne que tu dises est-ce que je peux prendre tout le booster. Du coup, en ce qui concerne mes propres cubes, si on commence par le cube artefact, qui est donc vraiment mon cube principal, j'ai pas de grosse mise à jour de prévu. Je suis très content de l'état actuel du cube au global. Comme chaque année, je vais évoquer la possibilité de changer l'archétype Storm qui est en bleu-noir pour un archétype Storm qui est en bleu-rouge, et que mon archétype bleu-rouge il va disparaître, et que mon nouvel archétype bleu-noir je ne saurais pas quoi en faire. Comme chaque année, je pense que je ne le ferai pas. Donc cette année, pas de bonne résolution de je m'occupe de changer l'archétype. Je crois que j'aime mon cube comme il est. Je vais continuer évidemment à guetter les bonnes cartes qui peuvent continuer à venir customiser les archétypes comme ça. C'était une année extrêmement dense pour mon cube artefact l'année 2025 en termes de sortie. Que ce soit Ether qui a amené des nouvelles cartes avec Affinity, des choses comme ça. Que ce soit Edge of Eternities qui a là aussi amené son lot de bons artefacts, mais aussi des synergies, parfois avec des terrains, etc. Ça a été une année riche en bons cartons pour ce cube. Maintenant, je crois que l'année 2026 va être, je l'espère en tout cas, et ça augure à minima sur les mécaniques qui ont l'air de s'aiguiller. Je pense que ce sera une année plus calme et c'est peut-être pas plus mal. J'ai un petit peu souffert justement l'année dernière du fait de... Je l'ai proposé un peu moins souvent parce que j'avais aussi envie de drafter d'autres choses et j'ai repoussé beaucoup d'updates. Il y avait des cartes que je savais que je voulais rentrer, en fait je prenais pas le temps de le faire, je prenais pas le temps de réfléchir aux cartes que je voulais sortir et je prenais pas le temps de jouer suffisamment le cube pour savoir ce que j'avais envie de sortir. Je crois que là ça va m'aller de repousser un peu la prochaine mise à jour, prendre le temps de le jouer, juste qu'on s'amuse. On verra ce qu'il en sera. On a aussi, sur ce cube, on a aussi un rotisserie draft où il faut qu'on termine de jouer les parties. Mais en tout cas, c'est toujours
C'est toujours mon cube principal, mon cube favori, mais il est passé dans la nouvelle phase de la vie du cube où maintenant il évolue à un rythme plus lent. Il y a des moments où il y a un nouvel arrivage de cartes, des nouvelles mécaniques qui ont l'air chouettes à essayer. Mais en fait, la structure osseuse, on va dire, la colonne vertébrale du cube est maintenant tellement rodée que, à moins que je veuille changer un archétype en profondeur, je suis pas sûr qu'il bouge beaucoup. Ça sera un plaisir de le rejouer avant ou après mise à jour. Moi, je m'amuse toujours beaucoup sur ce cube artefact. C'est, je pense, en dehors du vintage cube qu'on a avec l'assaut. C'est le cube le plus fort qu'on ait dans le playgroup, donc ça fait plaisir une fois de temps en temps de jouer des cartes un petit peu dégénérées et de faire des parties dégénérées avec des gros artefacts. Et voilà, gagner avec des 11-11 indestructibles. Ça ne m'est jamais arrivé. Un jour, j'y arriverai. Mon deuxième cube, c'est le cube archéologique, l'archéocube, qui est un cube beaucoup plus thématique. Lui, pour le coup, j'ai une grosse mise à jour en cours. C'est juste que je prends pas le temps de la faire parce que c'est pas le cube le plus populaire dans notre playgroup. Il a son petit cœur d'aficionados, vraiment, il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Et quand on arrive à le drafter justement avec ces gens-là, on passe vraiment une très bonne soirée, c'est vraiment très cool. Mais comme il a une expérience moins équilibrée, il a une expérience un peu différente, les signaux dans le draft sont pas très clairs, justement en grande partie à cause de l'update que j'aimerais faire. Du coup, c'est pas un cube que je propose tous les 4 matins. La grosse update que j'aimerais faire, c'est de faire en sorte que les archétypes soient un peu plus identifiés par couleur. C'est un cube où il n'y a pas 10 archétypes clairement. En l'occurrence, moi j'en verrais 4. Il y aurait les explorateurs, les archéologues, les puissances enfouies très anciennes et les dinosaures. Et déjà, si j'arrivais à faire en sorte que les dinosaures ils sont vraiment bien identifiables en Naya, les explorateurs ils sont bien identifiables en quelque chose comme Témur ou Sultai à voir, les dieux très anciens bien identifiables en Dimir et les archéologues plutôt avec 4 couleurs sans le noir, quelque chose comme ça. Je pense que ça pourrait donner cette sensation beaucoup plus agréable de je peux construire un deck archéologue qui est Boros, mais je peux aussi faire un deck archéologue qui est Jeskai ou même qui joue Izet et je joue pas de blanc parce que c'est pas grave et j'en ai pas besoin. Ça, c'est ce que j'aimerais, que ça puisse donner une vision un petit peu plus claire, mais qu'il y ait encore cette espèce de grande liberté, cette grande variance que j'aime beaucoup. C'est pour ça que c'est un 540. Maintenant, il faut que je me sorte un peu les doigts, quoi. Il faut que je prenne à bras le corps le problème, que j'identifie sur toutes les cartes dans quels archétypes elles peuvent rentrer et est-ce que cette carte elle est très cool et j'ai envie de la mettre, mais en fait est-ce qu'elle rend les signaux un peu moins clairs. Pondérer tout ça, évaluer ce que je rentre, ce que je cut. C'est un cube qui au final a eu peu de mises à jour. Il a eu une V1 qui ensuite a connu une update sur vraiment il a été un peu élagué, quoi. Je l'ai un peu dégrossi, mais c'est tout. Et depuis il n'a plus bougé parce qu'encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'est pas joué très souvent, donc je précipitais pas quoi que ce soit. Maintenant j'ai eu le temps d'y réfléchir et je crois que c'est quelque chose que j'ai envie de faire cette année. Donc bonne résolution pour 2026, l'archéocube va connaître une V2. Et peut-être que ça permettra de le reproposer à des gens qui n'aimaient pas la V1. Et peut-être qu'ils y trouveront plus leur compte ou pas, et ça serait pas grave. Mais voilà. Attendons de voir que ça soit pas toujours Grixis les gros méchants qui gagnent les parties. Gros. Ensuite, on a mon nouveau petit chouchou, c'est un peu mon bébé, c'est le Simple Cube. Pour rappel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un cube avec un taux de complexité très faible et qui a la particularité de n'avoir ni marqueur, ni jeton, aucun moyen de chercher dans le deck, donc vous ne mélangez pas votre deck, ce qui fait que ça accélère les temps de partie, etc. Et plein d'autres petites contraintes, comme par exemple, toutes les cartes sont en français, toutes les cartes ont une frame moderne et pas de frame alternative un peu bizarre, etc., etc. Le but, c'est d'avoir une expérience très smooth, très agréable, immédiate, que le cube soit accessible. Et notamment, dans la partie rétrospective de 2025, j'ai pu pour la première fois organiser un cube avec le Simple Cube, avec des gens qui étaient encore dans leur phase de découverte de Magic. Et ça s'est super bien passé. Donc, je suis trop content, je suis trop heureux que le cube il remplisse un des gros objectifs que je m'étais fixé, qui était d'avoir un cube qui fasse porte d'entrée, quoi. Oui, et ça a aussi fait porte d'entrée au cube. On a 2 personnes qui sont venues cuber cette année qui ont fait leur premier cube avec le Simple Cube.
Je me souviens même d'une réaction sur le deuxième cube d'une joueuse qui était venue et qui avait dit quoi? Mais là, il y a des cartes en anglais. Ah oui, alors, le Simple Cube où toutes les cartes sont en français, c'est un peu une exception. Parce que tout le monde ne fait pas forcément attention à ce que toutes les cartes soient en français. Et donc, en effet, ça simplifie les choses pour tout le monde. Et je pense il est toujours très apprécié. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il n'avait pas aimé une partie du Simple Cube. C'est du Magic qui est hyper pur, qui est hyper élégant. C'est vraiment, comme je dis, là pour le coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les extensions à venir, voilà, là c'est du Magic fondamental. Le bleu, c'est une couleur qui est soit tempo, soit contrôle. Le rouge, c'est agressif. Le blanc, c'est soit ça joue des Vras, soit c'est go wide et ça joue plein de petites créatures. Bref, c'est un cube qui te donne le sentiment de jouer à Magic. Moi, c'était ça l'objectif. J'ai essayé de mettre des cartes iconiques. J'ai essayé d'avoir un power level un peu plus bas pour pas qu'il y ait des vrais archétypes combos parce que je pense que c'est pas ça le cœur de Magic pour énormément de gens et que c'est une expérience tellement radicalement différente quand ton adversaire il peut assembler une combo de 2 cartes et gagner avec. Donc je suis très enthousiaste encore une fois sur l'année qui vient de voir comment il évolue, même si j'ai peu d'espoir d'avoir beaucoup de nouvelles cartes qui rentrent parce que Wizard of the Coast il m'a fait un cadeau merveilleux l'année dernière avec Fondation, hein, on va pas se mentir, mais il me fera pas ça tous les ans. Et typiquement, là, quand on voit les extensions qui sont annoncées, je pense qu'on va continuer à avoir du complexity creep, c'est-à-dire une augmentation de la complexité générale des cartes. Ça veut dire pas beaucoup de candidats. Maintenant, s'il y a des cartes qui peuvent rentrer, je serais très content de les rentrer. J'ai une update de prévu, et cette update, elle est principalement sur les landes. Mon objectif étant de simplifier encore plus le cube en réduisant la diversité des terrains dans le cube. Actuellement, j'ai respecté scrupuleusement la règle de Singleton. Donc chaque carte n'est qu'en un seul exemplaire. Et mon objectif, d'ici fin 2026, et j'espère même d'ici fin janvier ou fin février, c'est d'avoir la nouvelle mana base où tous les terrains qui arrivent dégagés seront... les 3 cycles sera 3 exemplaires du même cycle. J'ai pas encore 100% décidé si je voulais que ce soit les dual land originels ou les shocklands, les ravlands de Ravnica qui font perdre 2 points de vie. Il y aura 2 cycles de terrain engagés, donc qui seront soit les temples, soit les surveilled lands, et je pense pencher pour les surveilled lands. Je garderai le cycle de Triland qui se recycle pas, qui est tout simple et qui fonctionne très bien. Maintenant, il faut juste que je termine de faire mes choix, et choisir c'est renoncer. Et faire des proxys. Oui, mais bon, chut. Si je termine sur mes cubes actuels, on peut rapidement parler de mon cube Jumpstart. C'est un cube que j'avais monté parce que j'avais été très frustré de Jumpstart à l'époque. Le concept pour moi est génial, je suis un grand fan du jeu de société Mashup, dont Jumpstart est clairement inspiré. Maintenant, le gros problème que j'ai avec Jumpstart, c'est que les cartes à l'intérieur des boosters, elles sont nulles. Donc, tu as une rare qui parfois est bien, parfois est nulle, et le reste du booster, il est injouable. Je me souviens encore une fois du booster Gobelin, où dedans, il y a un Gobelin pour 5 mana, c'est une 2-2. Quand elle arrive en jeu, elle fait 2 blessures à une créature. S'il n'y a pas d'autres créatures en jeu, elle se tue elle-même, c'est comme Cavalier Feu. C'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Dans un booster où l'objectif c'est de jouer plein de petites créatures le plus vite possible, avoir une 2-2 pour 5 qui parfois se tue toute seule, c'est pas ok. Et donc du coup j'avais monté ce cube, je l'avais pas conscientisé comme étant un cube à l'époque, c'est juste c'est plus simple à expliquer que t'ouvres pas des vraies cartes et que tu vas rendre les cartes à la fin, mais que voilà. Et donc j'avais fait un cube où l'objectif c'était je vais mettre que des bonnes cartes. Je vais mettre que des bonnes cartes, je vais faire des boosters à thème toujours, mais les cartes elles sont cool et je vais pousser les boosters à leur maximum. Bon, il est pas très équilibré, j'ai pas vraiment pris le temps de le mettre à jour. C'est un projet en devenir. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il soit très souvent drafté. Quand les gens le font, ils s'amusent bien. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, par rapport à mes objectifs, il fait le taf. Et donc, ça me demanderait beaucoup de travail de le mettre à jour. J'ai pas plus envie que ça pour l'instant. Ouais, moi je l'ai joué une fois. On sait, tu l'as dit que tu l'avais quelque part, mais encore une fois, on a un problème de quantité de cuves à Poitiers. Et donc, c'est pas un cube qui est souvent sorti, mais ça prend une demi-heure de faire une partie avec quelqu'un. Donc, ça a un avantage pour des fins d'après-midi, début de soirée où on attend encore des gens pour faire le cube d'après, etc., etc. J'imagine qu'il aura une place où briller, comme on dit, et j'espère pouvoir le réessayer. Le Jumpstart, comme tu dis, c'est un bon concept. Manque plus qu'à avoir des bons boosters. Maintenant qu'on a fait le point sur nos cubes passés, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire un point justement sur nos projets? Est-ce que tu as des nouveaux projets, Baptiste? Alors, on passe quand même beaucoup de temps à se plaindre qu'on n'a pas le temps de jouer nos cubes parce qu'on a trop de cubes à Poitiers.
Donc je pense que ça serait malvenu de dire j'ai envie de monter un nouveau cube après avoir dit à des gens t'es sûr que tu veux monter un cube? Regarde, il y en a déjà 24 dans le groupe. Ah là là, il n'y en a pas 24, mais il y en a bientôt 24 puisqu'il y en a 24 en comptant ceux qui sont en préparation. Donc voilà, ça serait un peu compliqué. J'ai envie de créer des cubes. J'aime bien la réflexion de création de cubes. Je ne pense pas m'y mettre à moins d'un gros changement ou qu'on passe toutes les semaines à réussir à faire 2 cubes par semaine les jeudis soirs. Ça permettrait de mieux tourner avec les cubes et donc d'ouvrir peut-être une place pour un autre cube de ma part. Mais si on relance des cubes challenge comme on l'avait fait il y a quelques semaines et comme tu en avais parlé dans un de tes épisodes, voilà. Mais je pense que mes projets de création de cubes vont se limiter à réfléchir pendant les cubes challenge et réfléchir avec Charles à la V2 du cube Seigneur des Anneaux. Les cubes challenge, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté l'épisode du mois dernier avec Lucas et Mathieu, c'est un petit challenge tout simplement que Lucas nous avait proposé il y a un mois ou deux, de se dire ah mais on a tous envie de monter des cubes, on a envie de réfléchir aux cubes mais on n'a pas forcément envie de monter des cubes qui seront joués qu'une fois ou deux. Et est-ce qu'on se mettrait pas des contraintes pour essayer de monter des cubes? Moi, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire une contrainte pour essayer de monter des cubes. J'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que pourront être les prochains cube challenge. On ne sait pas. En tout cas, le premier, c'était monter un cube qui ne fait que 100 cartes. Je vous conseille d'aller écouter l'épisode. Il y a plein d'idées différentes qui sont venues. Et c'était très rigolo de réfléchir à un cube en sachant qu'il ne sera... Il n'a pas besoin d'être joué pour exister. Juste, c'était une bonne expérience de cube building qui a satisfait, je pense, nos envies de créateurs de cubes dans le playgroup sans avoir besoin de monter des nouveaux cubes. Et le prochain arrive très bientôt. J'ai pas prévu d'arrêter ça cette année. Ça fait partie justement de mes projets pour 2026. Ça va être de proposer plusieurs cube challenge dans l'année. J'ai pas encore décidé si je vais en proposer un par mois, un tous les 2 mois, un tous les 3 mois. Je pense que je vais essayer d'en faire un tous les 2 mois. Je pense que 6 dans l'année, c'est cool. Ça laisse un petit peu de temps pour y réfléchir et pour partager les idées. Et moi, ça me laisse du temps aussi pour trouver le concept pour le Cube Challenge suivant. En tout cas, moi, c'est un truc que j'ai énormément aimé. J'ai l'impression que ça a reçu un accueil avec d'un enthousiasme auquel je ne m'attendais pas. Et clairement, c'est un truc sur lequel on pourra compter en 2026. De mon côté, je vais continuer à faire ça. Et si ça vous plaît, j'ai l'impression que le dernier épisode a bien plu. Mais en tout cas, je n'hésiterai pas à continuer à faire des épisodes sur ce sujet pour les débriefer. Puisque globalement, le groupe a plein d'idées différentes, plein d'idées intéressantes. Donc, c'est trop cool, quoi. De mon côté, j'ai... Comment dire? Non. Je comprends ce que tu veux dire. I feel you. Mais il faut tout avouer, j'ai des projets en cours. Je suis le premier à dire qu'on a trop de cubes dans le playgroup et que c'est un problème. Et c'est la raison pour laquelle moi ça m'intéresse pas. Alors déjà de base ça m'avait jamais trop intéressé de faire un cube qui n'apporte... alors non, j'aime pas la formulation que j'allais employer. J'allais dire qui n'apporte pas grand chose alors qu'en fait ils apportent tous quelque chose. C'est juste, moi j'ai besoin, peut-être aussi des formations professionnelles, j'ai besoin d'avoir un concept vraiment original par rapport à ce qu'on a au sein de notre playgroup. Par exemple, j'aurais pu, à la manière qu'a fait Charles, proxy le cube sans ornithoptère parce que c'est une expérience tellement différente de toutes celles qu'on a dans le playgroup que ça me serait allé de proposer ça en plus. Mais par contre, proposer ma propre expérience d'un cube legacy avec des bonnes cartes et voilà, en fait on en a déjà un deuxième bientôt, il y a le vintage cube qui est pas très loin de ça même si lui il a du power. Donc ça m'intéresse moins. Par contre, j'ai un projet sur lequel je travaille depuis maintenant 1 an et qui se monte tout doucement. C'est j'aimerais faire un cube troll à 2 têtes. Notamment parce que, pour la petite histoire, ma copine, elle n'a pas de problème fondamental avec Magic, sauf que les jeux compétitifs, elle aime pas trop ça, alors que par contre les jeux coop et les jeux en équipe, elle l'adore. Et ça m'a donné l'envie, je me suis dit ok, challenge accepted, y a pas de problème, je peux faire un cube que tu vas apprécier. Donc mon objectif c'est d'arriver à créer ça et j'ai eu plein d'idées de comment le faire, comment est-ce qu'il peut se drafter, est-ce que je fais un cube qui est plutôt fait pour être joué en scellé ou pas, etc. C'est un territoire que je continue d'explorer et en plus grâce à ta propre proposition du Cube Challenge, ça m'a même donné d'autres idées de comment faire, donc merci beaucoup pour ça. C'est un projet sur lequel je vais avancer en 2026. Maintenant, est-ce que c'est un projet que je vais terminer en 2026 ? Je suis pas sûr, mais on verra.
En dehors de ça, j'ai pas de projet de nouveaux cubes. Déjà, je pense que 1, c'est pas mal. Oui. Oui, je me sens un peu trahi. Non. Je me sens pas vraiment trahi parce qu'en fait, tu m'en avais déjà parlé il y a très longtemps de ce projet de cube troll à deux têtes, donc je savais que tu avais ça dans un coin de ta tête. Moi, j'adorerais monter un nouveau cube. Si on se rend compte qu'on fait 2 cubes ou 3 cubes par semaine, enfin qu'on a 2 ou 3 pods par semaine pour faire du cube et que les rotations de cubes peuvent aller beaucoup plus vite, peut-être que j'y réfléchirai dans les mois qui viennent, mais en tout cas, voilà, je suis d'accord avec toi que c'est plus intéressant de proposer une expérience nouvelle pour le groupe. Et la majorité des cubes qui arrivent à Poitiers sont des cubes novateurs. On a eu l'année dernière le cube Land d'Antonin, on a eu le cube il n'y a pas longtemps, le cube Twisted de David. Voilà, donc on a quand même des cubes qui renouvellent un peu l'expérience de jeu. Et c'est quand même agréable de tester de nouveautés. Dans les autres projets que j'ai, donc j'ai des projets qui ne sont pas des cubes, mais qui sont clairement tournés autour du cube. Donc déjà, de temps en temps, j'organisais, je l'ai fait en 2025 plusieurs fois, 2 fois je crois en 2025. J'organise régulièrement des gros week-ends cubes où justement je permets à Timothée Simoneau de descendre justement pour cuber avec nous sur un week-end. Et je vais continuer à faire ça cette année, je pense. Donc je vais voir dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose que je vais faire 1, 2 ou 3 fois durant l'année. Peut-être que justement je vais déjà anticiper les dates de tous ces événements-là pour qu'on puisse se les noter dans le calendrier, essayer de faire un truc, alors pas forcément de beaucoup plus grande ampleur, mais quelque chose d'organisé de manière un peu plus carrée. Notamment parce que le playgroup a grandi et du coup ce serait d'autant plus facile d'arriver à remplir un pod de 8, mais est-ce que justement c'est pas la première année où ça vaudrait le coup de pouvoir même potentiellement avoir 2 pods en parallèle. En vrai, si ça se fait, ce serait super chouette. Bah, moi j'étais présent aux 2 premiers week-end cubes, je serais très content d'en faire plus. Tu lances ça comme ça à réfléchir, en effet, il faut qu'on y réfléchisse dans les semaines qui viennent, peut-être faire ça avec Damoclès ou en magasin en centre-ville avec Arken Store, à voir, à réfléchir, à organiser. En tout cas, tu parlais de l'association Damoclès, justement, un autre de mes projets, c'est je réfléchis très sérieusement à organiser, en lien avec l'association Pictave, justement, je réfléchis très sérieusement à organiser un événement de cube sur Poitiers ou autour de Poitiers. C'est un projet que j'ai sous le coude depuis un moment maintenant, qui est en train petit à petit de se concrétiser. Il n'y a rien de fait pour l'instant, c'est juste encore des idées et on va dire, de la préparation en vue de potentiellement pouvoir l'organiser. Vous en saurez davantage dans les semaines qui viennent, si jamais c'est quelque chose qui s'organise pour 2026. Et si c'est pas pour 2026, ce sera pour 2027. Mais j'ai très bon espoir qu'on puisse créer un événement autour de Poitiers en 2026 pour du cube, avec, on peut l'espérer, peut-être une trentaine de joueurs, peut-être même plus. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop ambitieux, mais si ça peut faire venir des cubeurs de Paris, d'autres villes de France pour nous rejoindre et cuber avec nous et voir qu'à Poitiers, ça cube vraiment bien, ça cube vraiment beaucoup. Je pense que ça peut être le début d'une chouette aventure, je crois, de Magic l'Assemblée. Je pense aussi, je serais ravi de participer à une sorte de CubeCon Pictave. Lucas, as-tu des projets 2026 en tant que joueur? Parce qu'on a beaucoup parlé de création de cubes, on a beaucoup parlé de... C'est quoi tes ambitions de cubeur? Si on met de côté le côté de monter des cubes, c'est quoi tes ambitions de cubeur pour 2026? Clairement, plus perdre un seul match parce que y a des fois, manifestement, je donne pas mon max. Et non, plus sérieusement, 2025, ça a été une très bonne année pour moi en termes de, entre guillemets, avec des traits guillemets, en termes de résultats, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je deviens meilleur en draft. En tout cas, je constate que je prends de plus en plus de plaisir pendant le draft parce que je capte de plus en plus d'informations et ça c'est un truc que je trouve hyper agréable. Si j'avais un objectif pour 2026, je dirais que ce serait d'arriver à mieux adapter mon draft aux signaux que j'identifie. C'est-à-dire que ça m'est arrivé régulièrement cette année de me dire en fait je vois ça, je décide de pas m'adapter et je le regrette. Et en fait systématiquement les fois où j'ai accepté de me repositionner,
En fait, j'ai été récompensé. Et je crois que c'est arrivé 3-4 fois dans l'année. Et j'ai systématiquement tout gagné quand je me suis engouffré dans la ligne qui était ouverte et où en fait personne n'avait l'air d'avoir envie d'aller. Alors qu'en fait, potentiellement, mes premières cartes, elles étaient extraordinaires et qu'elles n'allaient pas pouvoir rentrer dans ce nouveau deck. Mais c'est pas grave en fait. Donc ça, c'est un truc que je crois que j'ai envie de faire parce que même si je draft beaucoup pour m'amuser et que c'est pas grave si je perds, si je gagne, je m'en fiche, j'aime bien essayer de bien jouer. Et c'est une des choses qui est chouette dans le draft, c'est justement de s'adapter aux signaux et à ce qu'on voit. Et si cette année, ça peut être un de mes focus en tant que joueur, ça me plairait. Et je dirais que mon autre objectif, ce serait de... tu l'as dit un peu, ce serait juste de cuber davantage. Et ça peut paraître être un peu comme tu dis, un truc un peu facile, une blague et tout, parce que factuellement, on a plus de facilité à drafter depuis quelques mois, et donc j'espère que c'est une dynamique qui va continuer, voire même se renforcer. Mais la réalité des choses, c'est que entre mon travail, mes différents projets, ce projet de podcast, en fait, il faut que je prenne le temps pour pouvoir cuber, et mon objectif pour 2026, c'est d'arriver vraiment à trouver un bon équilibre dans ma vie pour pouvoir continuer à cuber toutes les semaines, vraiment régulièrement, et que ça me déborde pas, que je me sente pas un petit peu sous l'eau. J'y crois, hein, je pense vraiment que c'est faisable, mais je dirais que c'est ça un peu mes objectifs de joueur. Et toi, t'as quoi comme objectif ? Bah, QB+. On est d'accord. C'est comme on l'a dit, c'est pas vraiment, ça va pas être très compliqué. On va, je pense, sans faire d'effort, pouvoir QB plus que l'année dernière avec un rendez-vous hebdomadaire. Mais je me suis fixé un objectif de noter mes parties, de noter mes cubes en écoutant une chaîne de commandeurs, un podcast de commandeurs américains de EDH Recast, où eux ils notent leur partie. Alors c'est un peu compliqué de faire ça avec le cube, mais eux ils notent leur partie, quel commandeur ils ont joué contre qui, la partie elle s'arrête tour 6 et elle est gagnée par telle personne, il avait un seul ring tour 1, voilà. Ils notent tout ça. Quel hasard. Pour faire des statistiques, parce qu'ils font 400 parties par an, donc en fait ça commence à être des quantités de parties qui sont suffisamment importantes pour pouvoir commencer à faire des statistiques, et parce qu'ils tiennent une chaîne de statistiques de commandeurs. Et ça aide, du ça coup, aide. c'est voilà. Voilà, corrélation, causalité, tout ça. Et je me suis dit, c'est pas vraiment possible avec le cube, parce qu'on ne draft jamais les mêmes decks, etc. Mais ne serait-ce que de savoir combien de cubes on a fait, ça peut être intéressant. Et je me suis fixé de noter quelques informations à chaque cube que je fais. Il se trouve que j'ai déjà fait un cube il y a 2 jours en ligne, j'en parlerai tout à l'heure, mais du coup je note la date, le lieu, le cube, évidemment, et quel deck je joue, c'était quoi mon P1 P1. Voilà, je me dis c'est suffisamment peu d'informations pour pouvoir réussir à les noter à chaque cube. J'ai pas besoin de noter toutes les cartes que j'ai prises, pas besoin de faire grand chose, mais à la fin de l'année, je saurai combien j'ai fait de cubes. S'il y a des cubes que j'ai fait plein de fois, le Simple Cube, j'ai drafté 10 fois, j'ai drafté 8 fois Azorius Control, et puis à chaque fois que je fais Azorius Control, je gagne 3-0, et ben ça pourra aussi donner des... Arrête, voilà. tu me fais du mal. Mais voilà, d'avoir des informations simples que je puisse noter, pas forcément sur le moment pour pas avoir besoin d'être sur mon téléphone pendant le draft à noter ce que je pique, mais simplement pouvoir me dire en rentrant chez moi, bon bah j'ai drafté tel cube, j'ai fait 2-1 avec tel deck dans tel cube, et c'était sympa. Voilà. Et à la fin de l'année, je saurai, si je tiens le cap de le noter à chaque fois et que je n'en oublie pas, à la fin de l'année, je saurai combien j'ai fait de cubes dans l'année. C'est chouette. Alors que tout ça pour au final obtenir une réponse que tu connais déjà, puisque la réponse sera pas assez. Et je pourrais essayer d'en faire plus en 2027. Et juste un dernier petit point, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé mon premier cube en ligne il y a 2 jours. J'écoutais des podcasts de cubes américains où ils étaient tout le temps en train de dire « Mais est-ce que ton cube, tu le cubes en vrai ou en ligne ?» Ah bah non, je le cube en ligne. C'est un cube qui n'existe que en ligne. Et je me suis dit « Mais c'est vraiment bizarre, je n'ai pas cette expérience-là. Pour moi, les cubes n'existent que en vrai. » Et du coup, je suis allé sur le site Draftmancer, qui sert à faire du draft en ligne, et j'ai cliqué sur le Discord qui était lié, et puis j'ai trouvé des gens qui ont dit « en cube, dans une demi-heure, ça vous tente ?» Et voilà, j'ai fait mon premier cube. Si je me mets à cuber en ligne en plus de cuber en vrai, je pense que ça sera très facile de faire plus de cubes cette année. Mais du coup, t'as juste drafté ou t'as fait les games après ? Et on a fait les games après. Alors, je l'ai fait sur Cocatrice, et il y a des gens qui ont drafté et qui ont joué sur Tabletop Simulator. Voilà. Et après, j'ai découvert qu'il y avait aussi d'autres applications que je ne connaissais pas et qui sont très bien pour cuber en ligne. On en parlera une prochaine fois si je tombe dedans et que j'ai une plus grande expérience. Là, j'en ai fait juste un. Ça va être un peu compliqué d'avoir un retour sur expérience. Ça fait
Ça fait pas mal de bonnes résolutions pour cette année 2026. Au final, elle va vite se remplir. Ça va être une belle année de cubes. Terminons cet épisode avec notre section sous les radars, où l'on parle de cartes jouées dans moins d'1% des cubes sur Cube Cobra. Baptiste, de quelle carte souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, la carte dont je souhaite vous parler aujourd'hui existe dans mon Chillable Cube. Elle s'appelle en français Épée à louer inhumaine. En anglais, c'est Calus Sellsword. C'est une carte de Wilds of Eldraine, les friches d'Eldraine, donc sortie en 2023, fin 2023. Et qui est une carte Rakdos. C'est une créature noire avec une aventure rouge qui n'est jouée que dans 0,83% des cubes, 2511 cubes à l'heure de l'enregistrement. Le rituel aventure rouge pour un rouge dit: une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle autre cible, puis sacrifiez-la. Ça n'est pas sans nous rappeler G. G-J-E-T, Fling en anglais, qui est un éphémère pour 1 et 1 rouge qui permet de sacrifier une créature et de la balancer où on veut et faire des dégâts égaux à sa force. Sauf que c'est un rituel qui ne coûte qu'un rouge et qui a aussi le petit avantage que ce n'est pas un coût supplémentaire. Donc si ça se fait contrecarrer, on n'a pas sacrifié notre créature. Le gros défaut par contre, c'est que en réponse au sort, l'adversaire peut détruire ta créature et tu ne pourras rien faire. Voilà, ça a des avantages et des inconvénients par rapport à G. Gros avantage étant que ça coûte un mana de moins. Mais le défaut étant que tu dois le faire en rituel. Effectivement, on a vraiment l'impression qu'il y a ce côté de un avantage d'un côté, un défaut de l'autre, un avantage d'un côté, un défaut de l'autre. Au final, les effets sont très similaires, mais le sort est assez différent. Oui, et dans mon cube, les deux y sont. J'ai Fling, et j'ai brûlé ensemble le rituel qui est attaché à une créature, mais c'est une aventure, ça a aussi un gros avantage que après avoir fait ça, ou à la place de faire ça, si c'est pas le bon moment, on peut jouer une simple 2-2 pour 2. Une de 2 pour 2 qui arrive avec un marqueur +1/+1 pour chaque créature morte sous votre contrôle ce tour-ci. Bon, voilà. C'est pas sans cacher que l'archétype Rakdos de mon cube est sacrifice, et donc voilà, ça peut être un kill de fin de partie en disant bon bah je t'envoie ma 5-5 dans la tête pour faire les 5 derniers dégâts, ou juste je vais sacrifier une créature pour pouvoir te détruire une des tiennes, et ensuite je vais jouer une créature qui va arriver en 3-3 ou en 4-4 ou en plus si j'avais sacrifié d'autres choses. Petite dédicace à notre Mathieu bien-aimé, ça marche très très bien avec Tronçonneuse, qui est un équipement qui augmente beaucoup la force de votre créature. Ça marche très très bien avec Tronçonneuse, mais Tronçonneuse étonnamment dépasse les 1% de cubes totaux, je peux pas en parler dans cette... Et pourtant c'est une carte récente. Hein. Oui. Mais voilà, je me suis dit Wilds of Eldraine, c'est quand même une extension qui commence à être suffisamment ancienne pour que si une carte est peu jouée, c'est juste qu'elle est peu jouée et pas juste qu'elle vient de sortir. Je pense que ça a l'inconvénient pour la rentrer dans un cube qu'on veut jouer sacrifice en Rakdos et pas juste en rouge et pas juste en noir dans d'autres couleurs, puisque c'est clairement une carte qui va indiquer attention, c'est rouge-noir sacrifice. Après, Rakdos n'est pas une couleur très compliquée à jouer en sacrifice. Souvent, les archétypes sacrifice sont Rakdos, mais pas que. Mais à part ce désavantage-là, entre guillemets, c'est une carte qui est très très forte et que j'ai vu des gens ignorer dans mon cube, étonnamment, alors que je pense que c'est une des meilleures cartes de mon archétype. Je pense qu'il y a un truc aussi que les gens oublient, c'est le syndrome Berceau de Gaïa. Berceau de Gaïa, vous le connaissez, c'est ce terrain légendaire qui s'engage pour ajouter un mana vert à votre réserve autant que le nombre de créatures que vous contrôlez. Donc si vous avez 3 créatures, vous l'engagez, vous faites 3 mana verts. Bon, évidemment, c'est un terrain qui est complètement pété. Il fait une quantité de mana absolument débile dans les decks qui veulent jouer ça. Et c'est un terrain qui peut vraiment vous permettre d'avoir un aggro combo ultra explosif où vous allez faire créature au tour 1, 2 petites créatures au tour 2 en utilisant votre land plus votre elfe. Vous faites 2 petits mana, vous rejouez 2 petites bêtes. Et ensuite, vous jouez Berceau de Gaïa, 3 mana, vous rejouez une créature. Bon, voilà. Ça peut faire des starts complètement dégénérés. J'ai vu beaucoup de gens ne jamais considérer la carte s'ils ne jouaient pas vert. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que Ancienne Tombe, c'est un terrain qui dit, vous l'engagez, vous faites 2 mana incolore, vous perdez 2 points de vie. En fait, Berceau de Gaïa, ça peut faire bien plus que 2 mana. Et même si vous jouez pas vert, c'est pas grave si le mana il est incolore. En fait, si pour vous, si vous jouez pas vert, si vous jouez bleu, c'est comme si vous ajoutiez du mana incolore. Mais en fait, un terrain qui fait 4 ou 5 mana incolore, mais c'est complètement dégénéré. C'est extrêmement fort, dans le bon deck, évidemment. Et bien pour moi, cette carte, elle a un petit peu le même syndrome. C'est que c'est pas une carte gold. En réalité, c'est pas une carte Rakdos, c'est pas une carte qui vous demande et un mana rouge et un mana noir pour être jouée. Parce que cette carte, parfois,
vous n'avez pas besoin de jouer les deux moitiés pour qu'elle soit suffisamment bien. Et évidemment, si vous arrivez à jouer les deux moitiés de la carte, la carte elle est meilleure. Mais moi typiquement, la plupart des parties où j'ai résolu cette carte, j'ai pas eu le temps de jouer la créature parce qu'en fait, j'ai utilisé l'effet Fling comme un finisher. Et du coup, à ce moment-là, j'aurais très bien pu rentrer la carte dans un deck rouge-vert où je bénéficie d'avoir une grosse créature qui a 6 de force et je mets 6 dégâts pour un mana. Oui, alors en général, si le cube a été bien pensé, la carte est rouge-noir parce que elle va être bien en rouge-noir. Et je pense que je n'aurais pas mis cette carte si mon archétype sacrifice était rouge quelque chose ou noir quelque chose pour pas donner des mauvais signaux à mes joueurs. Mais c'est vrai que ça peut aussi être pris dans mon cube, dans rouge-vert, où c'est un archétype où toutes les créatures doivent être très très grosses avec 4 de force ou plus, et juste se dire, c'est un moyen comme un autre de mettre 4 dégâts de plus en fin de partie. Et de la même manière, la carte elle peut être jouée uniquement avec le côté noir, comme vous avez un deck avec des sacrifices qui ne jouent pas de rouge, parce que vous avez, peut-être pas dans ton cube, mais dans un autre, tu vois, où en fait tu vas pouvoir t'en servir avec des synergies un peu Orzhov, un peu blanche-noire, avec de la récursion, etc. Vous faites sacrifier 3-4 créatures dans le tour pour 2 mana, jouer une 6-6, en fait c'est très correct. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte de la versatilité de la carte et la voient uniquement comme une carte Rakdos, ce qui fait que je pense qu'elle est ignorée plus souvent qu'elle ne le devrait. C'est normal qu'une gold card, donc une carte multicolore, c'est bien normal qu'elle soit ignorée par des gens qui ne jouent pas strictement les deux couleurs ou qui ne contiennent pas les deux couleurs dans leur pool. Au-delà du fait que, comme tu l'as dit, c'est une carte synergique. Mais pour moi, je suis surpris que ce soit une carte qui soit justement un petit peu, pas méprisée, mais un peu ignorée dans les drafts qu'on fait de ton cube. Et je l'ai vu moi aussi tourner autour de la table et être prise par personne. Donc j'ai envie de dire, toi et moi on est coupables tout dedans. Mais pour moi c'est une carte qui est très polyvalente. J'aime beaucoup ces aventures qui ont une aventure d'un côté et une carte d'une autre couleur. Parce que évidemment en général jouer les deux moitiés c'est meilleur. Donc c'est des signaux qui sont très corrects parce que tu vois bien la synergie et ça t'explique ce que tu dois faire. Mais t'es pas obligé de jouer les deux moitiés de la carte. Et du coup ça lui donne une sorte de carte un peu modale, et ça moi j'aime bien, parce que forcément ça donne des choix intéressants pendant le draft et pendant les parties. Et toi Lucas, quel est ton sous les radars ? Mon sous les radars, c'est une carte que je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, après tout c'est un peu le but de cette section. La carte s'appelle Exovigne en français, ou Creeper Hulk en anglais. Elle est jouée dans 0,23% des cubes sur Cube Cobra, soit 701 cubes au moment où on vous parle. Exovigne, qu'est-ce que ça fait ? C'est une carte verte, c'est une créature, elle coûte 5 mana, dont 2 verts, donc 3 génériques de verts. C'est une 5-5 piétinement, et elle a une capacité activée. La capacité, c'est vous payez un mana vert et un mana générique. La créature ciblée que vous contrôlez a une force et une endurance de base de 5-5 jusqu'à la fin du tour, et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ce que ça veut dire, c'est que c'est une 5-5 pour 5, piétinement évidemment. Donc la présence sur la table, elle est significative. C'est pas une 6-6 pour 5, une 7-7 pour 5. Voilà, on n'est pas sur un ancien Gargaroth, mais on est quand même sur une créature qui impose et qui va forcer l'adversaire à réagir, parce que sinon il va juste prendre 5 par tour. Mais c'est pas là où la carte elle est bien. La carte elle est bien parce que c'est une carte qui va venir vous récompenser pour avoir joué des petites créatures en début de partie. On pense tous à Craterhoof Behemoth, voilà, qui est le finisher un peu ultime de tous les Power Cubes, là où vous avez plein de petits ailes, vous jouez Craterhoof Behemoth, toutes vos créatures elles gagnent plus X et piétinement, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Vous aviez 6 créatures, elles ont toutes plus 6 piétinement, l'adversaire il a perdu, voilà, fin du game. Là où moi j'aime bien cette carte, c'est qu'elle n'a pas besoin d'avoir 30 créatures sur le terrain pour être forte. Vous avez un elfe et ça. Maintenant vous avez 2 5-5. Parce qu'en fait à chaque tour vous allez activer 2 mana. Vous allez attaquer avec votre elfe et vous avez une 5-5 de plus. Vous n'avez pas besoin d'attaquer avec cette 5-5. Donc vous pouvez faire des plays extrêmement agressifs et oppressants, vous attaquez avec toutes vos bêtes, mais vous pouvez aussi le garder en défense. Vous attaquez pas avec. Et vous allez envoyer vos petites merdes sur l'adversaire. Vous allez attendre de savoir comment il bloque. Et ensuite vous allez les transformer en 5-5 pour maximiser vos dégâts ou maximiser les trades. C'est une créature qui est hyper oppressive en phase de combat. Mais comme elle vous demande de payer du mana à chaque fois, en fait, vous avez quand même une tension qui est que si je veux jouer des sorts, je vais pas pouvoir utiliser cette mana. Et donc, en fait, c'est une carte qui, contrairement à des cartes, je trouve, comme chez Holdred l'Apocalypse, qui dit juste, maintenant qu'elle est là, tu vas perdre la partie, j'ai plus rien à faire et j'ai même pas besoin de payer de mana, je peux continuer à jouer mes autres sorts à côté. Tant que tu la tues pas, t'as perdu. En fait, c'est une carte qui va vous donner des options, qui va vous donner des choix, qui peut vous faire gagner,
mais qui va vous proposer des choix sur comment vous utilisez vos ressources. Et c'est ça que je trouve intéressant avec la carte. C'est pas juste une carte qui va te snowball la figure quand tu l'as en face de toi. Oui, elle a fait beaucoup. Je l'ai déjà joué plusieurs fois. Elle est dans le Simple Cube, donc. Et c'est très intéressant dans Vert qui joue des petits elfes, comme tu disais, elfes de la noire, de pouvoir aussi juste se dire bon, bah, je garde un mana vert au vert. Si mon adversaire m'attaque, je bloque avec mon elfe, puis je paye avec mon elfe et mon mana au vert. Et ça devient une 5-5. Donc en fait, c'est très facile en vert d'avoir suffisamment de mana. De toute façon, on la joue pour 5. Donc après l'avoir joué, a priori, on a au moins 5 mana pour faire 2 fois sa capacité. Et c'est très bien de pouvoir la faire à la fois offensivement, à la fois défensivement. Le fait que ça donne le piétinement m'avait sorti de la tête, mais ça la rend d'autant plus forte. Le truc, c'est que quand vous jouez un deck qui joue des elfes, donc par des elfes, donc des mana dorks, en fait, ce qu'on entend, c'est des petites créatures qui coûtent 1 mana ou grand maximum de mana, qui sont toutes petites, c'est souvent des 1-1, des 1-2, voire des 0-1, et en fait, elles s'engagent pour produire du mana. Ces créatures, elles sont essentielles à des stratégies vertes de rampe où vous allez jouer des petites cartes pas chères en début de partie pour jouer des grosses cartes très chères plus rapidement que l'adversaire. Mais le problème, c'est que ces cartes-là, dès que vous avez joué vos grosses cartes, elles vous servent absolument plus à rien. Pire que ça. Si vous en piochez un en fin de partie, c'est horrible, c'est comme si vous aviez pioché un terrain. Eh bien avec Exovigne, avec Exovigne qui lave plus blanc que blanc, c'est terminé le linge sale des elfes qui arrivent dans votre main. Avec Exovigne, chaque elfe que vous piochez, c'est une menace potentielle. Et ça rend les fins de partie beaucoup plus agréables pour le joueur de vert qui ne va pas avoir l'impression d'avoir des pioches mortes quand justement il n'a pas la chance de piocher ses grosses cartes alors que c'est bon, il a son mana, il a 6-7 mana. S'il pioche un monstre, il peut le poser. Et non, il pioche une merdouille. Bah avec Exovigne, le problème il est réglé. C'est donc une carte que je trouve vraiment intéressante parce que, alors en plus c'est une carte qui vaut rien, genre ça vaut 10 centimes. Hein. C'est une carte qui était sortie en Commander 2010, je crois. Enfin, c'est vraiment une vieille carte. Elle n'a jamais trop été rééditée. Mais c'est une carte qui va éviter, je trouve, les fins de partie trop explosives parce que comme elle coûte déjà 5 mana, il faut vraiment une très grande quantité de mana pour faire le play Crater of Behemoth. C'est-à-dire le play qui consiste à dire je joue ma carte et je renforce tout mon board, je t'attaque, je te tue dans le même tour. Il vous demande une quantité de mana qui est débile. Si jamais vous voulez transformer 2 créatures en 5-5 pour mettre 10 à votre adversaire, déjà il faut que vous ayez 2 créatures de la table, mais il faut que vous ayez en tout 9 mana le tour où vous la jouez. Par contre, c'est une carte qui vient dire je la joue, et maintenant la phase d'attaque c'est moi qui domine, que ce soit en attaque ou en défense, et c'est polyvalent, et je peux m'adapter, et c'est moi qui pose les questions, et en même temps je vais m'adapter à comment tu réponds, etc. etc. Donc ça moi j'aime bien, et je trouve que c'est une carte qui mériterait d'être jouée davantage, parce que c'est un finisher qui est beaucoup moins oppressif je trouve par exemple que justement un ancien Gargaroth ou ce genre de cartes qui toutes seules vont gagner la partie. Bah un petit peu à la manière d'un Tarmogoyf, s'il est tout seul, bah c'est juste, avec des guillemets, c'est juste une 5-5 quoi. Ouais, une 5-5 voire 5. Ça dépend du power level du cube, mais il y a beaucoup de cubes. Je pense personnellement que c'est trop fort pour le mien. Oui, je pense que ça écraserait beaucoup de choses. Et donc il faut faire attention à pas juste se dire ah ça n'est qu'une 5-5 voire 5, c'est vraiment plus puissant qu'il n'y paraît. C'est vraiment plus puissant qu'il n'y paraît parce que ça va rentrer dans des archétypes dans lesquels c'est plus puissant. Et la carte est déjà forte dans ton Simple Cube où il n'y a pas de token. Oui. Et elle serait encore plus utile dans un cube où on peut avoir mis 4 tokens 1-1 avant d'avoir joué ça et de pouvoir dire bon bah maintenant j'ai une armée de potentiels 5-5. Voilà. En fait, je pense que c'est une carte, quand elle est sur le board, elle va avoir tendance à faire des fins de partie qui sont plus intéressantes pour les deux joueurs. Si jamais vous avez un joueur qui va tenter de presser son avantage, de renforcer ses créatures et d'attaquer, il va pas pouvoir en plus développer son board, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc l'adversaire, oui, va prendre des dégâts, mais il n'a fait que prendre des dégâts. Et donc si derrière il trouve une réponse, bah, l'adversaire, il a, entre guillemets, investi son mana dans le fait de mettre des dégâts. Et donc peut-être que vous allez pouvoir revenir sur le board une fois que vous l'aurez tué. Là où n'importe quel autre kill, vous mettez votre kill, tour d'après, vous pouvez encore vous développer et continuer à mettre la pression. Donc ça, c'est une chose que je trouve intéressante. Et en même temps, comme je l'ai expliqué, en tant qu'attaquant, c'est une carte où parfois vous allez peut-être faire le choix de vous dire allez, là je me développe. Donc en fait, j'essaie de pousser mon avantage sur le board. Bah, en compensation, je laisse la partie durer un tour de plus parce que je peux pas, là tout de suite, mettre la pression sur les points de vie de mon adversaire. Et personnellement, moi qui aime les parties disputées où il peut y avoir des comebacks, des moments de tir à la corde un petit peu, où là je suis avantagé et là maintenant tu es en train de revenir,
c'est une carte qui génère, je trouve, vraiment ça. C'est très rare de la jouer et de gagner tout de suite ou le tour d'après. Alors le tour d'après, c'est vraiment possible, mais encore une fois, ça veut dire que vous dites à votre adversaire, le prochain tour, je fais envahissement, un overrun, et je te le téléphone, je te dis, prochain tour, je fais ça. Donc l'adversaire, il a le temps de s'adapter, et je trouve que ça évite le côté désagréable dans des parties où c'est tendu. Ah, j'ai pioché mon envahissement, tu t'y attendais pas, t'as perdu. Alors qu'en fait, potentiellement, l'adversaire, il avait une réponse, etc. Mais il peut pas tourner autour du fait que vous piochiez la seule carte de votre deck qui vous permet de vous en sortir, alors que lui, peut-être qu'il a besoin justement de développer son board pour sortir de la situation qui est bloquée. Et ça meurt pas sur Flameslash. Et ça ne meurt pas sur Flameslash. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Fourlacroix ainsi que par Baptiste. Merci Baptiste d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Bonne année à tous. J'espère que vous allez tous passer une excellente année 2026. Baptiste et moi, on vous souhaite le meilleur pour cette belle année 2026 de Cube, j'ai envie de dire. Plus de cubes. Plus de cubes, plus de Magic. Plus de Magic, c'est merveilleux. La musique est produite par Léa Ikash, les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbert-Gris. Le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber, et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.